Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de PTDRTK, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Et bonjour Enzo. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire de Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour à tous. Tu rencontres un inconnu dans la rue. Comment tu te présentes à cette personne ? Avant tout, je pense que ça se passe avec le sourire et après, en parlant, simplement. Et tu lui dis quoi du coup ? Salut mec. Ça va bien et voilà, après je crée un lien assez facilement. Disons que j'ai jamais trop de mal à me faire comprendre, mais je pense que tout passe par le sourire avant tout. Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta vie et est-ce que ça te plaît globalement ? Carrément. Écoute, je suis sur plusieurs choses. En ce moment, du coup, je suis animatrice en école maternelle à Toulouse. Je suis référente d'animation, c'est-à-dire que pendant les vacances, je forme des personnes qui n'ont pas d'expérience dans l'animation. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et à côté, je suis masseuse énergéticienne chez moi. Et c'est une de mes plus grandes passions où je peux nourrir mon côté spirituel. Et à côté, des petits projets comme un court-métrage qui est en cours avec Enzo, d'ailleurs, qui est ici. Et une autre copine qui s'appelle Alena. Donc voilà, plein de petits projets autour. Et on la salue. Grave. Bonjour Alena. Donc si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques temps dans un bar, ouais. par pur hasard. Et ton histoire, elle m'a autant étonnée que touchée. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que tu m'as raconté ? Oui. Alors avant tout, j'ai rencontré Enzo parce que je voulais une clope. Et en vrai, on a vraiment débattu très fort et créé un lien. Alors j'ai un parcours assez différent. C'est-à-dire que j'ai vraiment une enfance très spéciale liée à l'adoption, liée à des questions du coup identitaires assez tôt et à une famille un peu complexe. Donc c'est beaucoup de choses. Un seul mot, c'est-à-dire l'adoption et le trafic d'enfants aussi. Comment tu t'es rendu compte de ce qu'il t'est arrivé ? Ok, je me suis rendu compte assez tard que c'était du coup une adoption illégale. Toute ma vie, j'ai grandi avec le sentiment d'abandon. J'avais un dossier d'adoption qui était là. J'avais un récit que mes parents adoptifs m'avaient transmis. Donc je m'étais mis en tête que c'était une adoption légale, que j'ai été tout simplement abandonnée parce que ma mère biologique n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de moi. Et j'ai fait cette découverte, entre autres, grâce à la sortie de mon livre, parce que j'ai écrit un livre sur mon parcours personnel, et ça m'a amené à me faire connaître un petit peu sur les réseaux, et une association qui s'appelle Racines Perdues, qui est basée en Belgique, m'a contactée pour m'aider dans ces recherches-là, en donnant du coup des informations sur mon dossier, des traçages, des choses qui sont compliquées à avoir quand on est tout seul. C'est assez une histoire solitaire. Donc, grâce à cette association, j'ai pu découvrir le fin mot. Et comment ça s'est manifesté chez toi, cette découverte, en fait ? C'est-à-dire manifester. Comment intérieurement tu t'es rendu compte de ce qui t'était arrivé ? Déjà, je pense, toute petite, je le savais, parce que je vivais très mal le fait d'être adoptée. J'avais beaucoup de mal à me retrouver dans la société, dans ma famille. J'avais beaucoup de mal à avoir de repères et je cherchais tout le temps ma maman, quand j'étais petite, dans mon jardin. J'étais persuadée qu'elle était là quelque part et je trouvais ça injuste de ne pas la voir près de moi. Et au final, j'ai découvert ça quand j'avais 24 ans. Et ça a résonné beaucoup en moi. Et je me suis dit, ok, je le savais déjà. Et si c'est pas indiscret, comment ça se passe en ce moment avec tes parents adoptifs ? Est-ce que tu es toujours déjà en contact avec eux ? Et comment la relation entre toi et tes parents adoptifs ont changé, si elles ont changé après la révélation ? Eh bien,
Ce lien avec cette famille adoptive a été compliqué, pas quand j'étais enfant, forcément plutôt quand j'ai été ado, parce que j'ai manifesté ma personnalité et ça allait pas du tout pour eux, surtout du côté de mon père. Donc il y a eu une vraie cassure dans mon adolescence avec mon père. Je me suis émancipée, à 16 ans j'ai pris mon appartement, je me suis vraiment déconnectée très tôt de eux. Et maintenant j'ai des liens très forts avec ma mère adoptive, qui, du coup, s'est séparée de mon papa. Et à partir de cette séparation, elle a essayé de se connecter encore plus fort avec moi et on a pu un petit peu lâcher prise sur toutes nos émotions et on s'est rendu compte tous les deux qu'on n'était pas heureuses dans ce cocon familial qu'on pensait positif. Est-ce que juste tu peux peut-être clarifier, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, parce que tu as parlé d'adoption illégale. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et dans quel contexte ça a eu lieu ? Ok. Dans quel pays aussi ? Carrément. Alors, je viens du Guatemala. J'ai été adoptée quand j'étais bébé, j'avais 9 mois. Et je suis arrivée en France. J'ai été adoptée par une famille française du Gers. Et j'ai grandi avec cette histoire qu'on m'a racontée, qu'on leur a racontée. Et au moment où j'ai commencé à créer, on va dire, mon livre et beaucoup de liens par rapport à mon histoire, j'ai pu avoir le fin mot sur mon adoption, en fait, des petites parcelles de vérité par-ci par-là. Et j'ai découvert que tous mes papiers d'adoption étaient faux et ont été falsifiés. Donc je me suis construit aussi à la base par, on va dire, ces papiers. Parce que y avait un prénom, un nom, je m'appelais Roseline Juana Hernandez d'Aguilar. Et en fait, il s'avère que c'est juste des mots alignés, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de souffrances liées à tout ça après. Et au final, grâce à cette association, comme j'ai dit, qui m'a accompagnée, nous avons pu un peu comparer nos papiers. Et on s'est rendu compte que les mêmes noms qui ont été utilisés dans chaque dossier étaient les mêmes, mais juste mis différemment dans chaque dossier. Donc, c'est vraiment une organisation hyper vénère, si on peut dire, qui a été mise en place en 1996. En fait, en 1996, au Guatemala, il y a eu la révolution guatémaltèque et le gouvernement était sans dessus-dessous et a embauché plein de personnes, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des femmes dans des villages, des militaires pour voler des enfants dans des villages pauvres et les vendre en France, en Amérique ou en Belgique de manière totalement illégale. Et justement, d'où cette organisation, d'où ces papiers totalement falsifiés et très bien faits qui, on va dire, ont été le symbole de toute cette arnaque mise en place. En 1996, qui était, comme tu disais, la révolution, mais aussi la fin de la guerre civile au Guatemala. Après, je ne sais pas si tu sais combien à peu près d'enfants sont concernés. En tout, avec l'association dont je fais partie, on est 6000 à s'être déclarés et... à s'être retrouvés. Ouais, voilà. Parce que, je ne sais pas si tu connais le CICIG. Non. C'est la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Et je cite, entre 2000 et 2007, plus de 20 000 enfants sont sortis du Guatemala pour aller dans d'autres pays à l'étranger, suite à des démarches réalisées totalement illégalement. Et dans les pays riches, comme tu as dit, en France, en Belgique, en Europe, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup d'enfants, 20 000. Après, s'il y a des adoptés guatémaltèques qui sont en France et là qui écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup, en plus qui sont basés à Toulouse, à Auch et qui seraient peut-être concernés. N'hésitez pas à vous tourner vers l'association Racines Perdues sur Facebook ou sur Instagram, qui eux justement vont pouvoir vous aider à retrouver la vérité un peu sur vos papiers et faire le tri, parce que c'est très très difficile de faire ses propres enquêtes, surtout si on parle pas forcément très bien espagnol, si on n'a pas trop toutes les références et vu l'organisation que ça a été vraiment très très dur de nous retrouver. Il faut savoir que quand j'avais 19 ans, je suis partie avec mon sac à dos et je suis partie au Guatemala et je me suis fait des amis et je me suis retrouvée on va dire avec une amie qui est au RENAP, donc c'est là où il y a tous les papiers, on va dire, de chaque personne au Guatemala. Je lui ai demandé de chercher en fait, le papier qui disait que j'étais née au Guatemala et elle a cherché partout et elle a rien trouvé. Donc ça veut dire qu'ils ont même effacé
notre traçabilité dans notre propre pays. Donc, en gros, concrètement, je ne suis pas née au Guatemala. Ils ont effacé toute trace pour éviter, justement, tous ces conflits après qu'on ait grandi. Et bien sûr, nous mettrons du coup les informations concernant cette association dans la description du podcast et sur nos réseaux sociaux, on partagera ça aussi. Nos réseaux sociaux qui, on le rappelle, c'est @ptdrtki podcast sur Instagram. Voilà, au moins c'est fait et les gens pourront, les gens pourront retrouver cette association. Je trouve ça important quand même d'en parler. Et oui, concernant aussi ce que tu disais, les papiers, il y a plein d'informations qui sont quand même importantes pour se construire soi-même, comme même son âge, sa date de naissance. Comment on arrive à se construire quand on commence à douter peut-être même de sa propre date de naissance? Ouais, totalement. C'est peut-être une date de naissance fictive. Bon, après, je sais qu'avec un docteur, mon corps a 26 ans. Par exemple, là, j'ai 26 ans, donc je sais que j'ai bien, en tout cas, l'année. Mais peu importe. En fait, toutes ces questions-là, elles résonnent pour toute une vie. Il faut vraiment se faire à l'idée que ça sera toute la vie et on n'aura pas forcément toutes les réponses aussi. C'est-à-dire vraiment essayer de faire un nettoyage dans son esprit, se dire ok, on va peut-être trouver des parcelles mais pas tout. On n'aura peut-être pas tout le puzzle mais on en aura une partie. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Il faut vraiment lâcher prise avec cette histoire. Chose qui était très difficile pour moi étant ado. J'étais vraiment très très tourmentée par ces questions-là et j'avais fait vraiment un énorme rejet. Et j'imagine que quand on découvre ce genre d'informations, on passe par de nombreuses émotions, comme tu as pu le dire, dont certainement la colère. Est-ce que tu as tenu quelqu'un responsable, entre guillemets, de cette histoire ou t'es un peu passé directement à c'est fait, quoi? Non, je suis pas passée directement, c'est fait. Ça serait tellement beau de passer directement à ce stade-là. Ouais, au départ, je me souviens que quand j'étais petite, je tenais mes parents adoptifs comme responsables. Ça sortait vraiment très rapidement. Je me disais vraiment que c'était leur faute et qu'ils ne m'aimaient pas suffisamment et que voilà, ils faisaient pas assez d'efforts. J'attendais beaucoup de ma famille adoptive. Et après, je m'en suis voulu à moi. Avec le temps, on en vient vraiment à cette autodestruction. Moi, vraiment, j'avais un comportement, étant ado, autodestructeur. Je passais tous mes temps en rêve party, j'étais totalement déconnectée de la réalité, je m'étais enfermée dans une bulle que je m'étais créée, tout simplement parce que je supportais plus l'idée de me dire que c'était réel. Et est-ce que tu sais s'il y a des démarches qui sont faites contre du coup les organismes qui ont mis en place cette adoption illégale? Est-ce qu'il y a par exemple dans l'association que tu nous disais tout à l'heure, est-ce que des démarches concernant le droit international, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites là-dessus? Là, actuellement, justement, grâce à Racines Perdues, franchement, ils sont pompés up, n'hésitez pas. Mais grâce à eux, justement, à l'ONU, c'est en train de se débloquer un peu par rapport à la question de est-ce qu'on a le droit d'enquêter sur nos histoires et avoir le droit, en fait, à la connaissance de tous ces parcours-là. Parce qu'en fait, de base, on n'est pas censé avoir le droit d'enquêter sur nos propres histoires. C'est-à-dire que c'est une adoption fermée. C'est-à-dire que normalement, c'est interdit de faire des recherches, d'en parler ou quoi que ce soit. Et là, en fait, tout est en train de se débloquer parce que ça a été un énorme arrivage de 20 000 enfants partout. Et grâce à ça et grâce à des associations comme Racines Perdues, ils sont en train de débloquer cette question-là à l'ONU. Et ils déclarent ça même comme un attentat à l'humanité. Donc, ils commencent à avoir des mots assez forts qui représentent ce qu'on ressent. Et ça donne envie de continuer à se battre. Je reviens sur ce que tu viens de dire, mais je trouve ça fou de ne pas avoir le droit de savoir qui on est, tout simplement. Ouais, c'est incroyable. C'est très, très déstabilisant. Et le pire, c'est pas forcément juste le monde. C'est que souvent, on tombe dans des familles ou des cycles ou des questions des autres, aussi des gens, où on s'enferme un peu dans ça. Moi, je sais que mes parents adoptifs étaient très fermés à que je recherche mes racines. Ils étaient même contre ça. Et en fait, ça a juste fait que nourrir mon besoin de retrouver mes racines parce que c'était très, très dur. Moi, je me souviens que mon père me disait que mon pays, c'était ici, qu'il fallait pas que je recherche. J'avais un super beau poster maya guatémaltèque, il me l'arrachait tout le temps du mur, j'étais toujours trop triste. Enfin, même dans les mouvements, dans les actes, on peut retrouver ce sentiment d'impuissance, quoi.
Et du coup, cette envie de retrouver ton histoire, tu la retrouves au fond de toi, en fait. Ouais, c'est elle est là, elle est nourrie. Et surtout dans mon adolescence, j'étais là, ouais, je m'en fous. Je suis partie avec mon sac à dos au Guatemala toute seule. Et je me suis dit, ma vérité, j'irai la chercher. Tant pis s'il n'y a personne avec moi pour m'accompagner. C'est mon histoire. Et c'est pas grave s'il y a personne autour. J'ai vraiment lâché prise après ça. Mais totalement, c'est une déchirure qui est assez constante. Donc il faut savoir prendre le temps pour soi. Il y a des jours, ça va très bien. Et il y a des jours où tout ça, ça peut tomber d'un coup sur nos épaules. Il faut vraiment avoir la capacité de s'auto-materner. Moi, j'ai vraiment développé ça, c'est de m'auto-materner dans des moments où je sens qu'il y a trop pour me rendre ce que je n'ai jamais vraiment eu. Et tu nous as parlé du coup de l'organisme... Racine perdue. Racine perdue. Du coup, est-ce que grâce à cet organisme, tu as rencontré des gens qui ont vécu la même histoire ? Oui. Est-ce que ça t'a permis du coup de créer des liens amicaux ? Des liens forts, je suppose, grâce à ça ? Grave, totalement. Et c'était là, il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai 26 ans, vous imaginez, c'est long avant de rencontrer des gens qui vivent les mêmes choses que nous et en plus qui viennent du même organisme. Pour moi, c'est ma famille, quoi. Et en fait, Racine perdue organisait de temps en temps des rencontres. Et là, je suis allée à Lille. Je me suis déplacée à Lille pour les rencontrer. Et on a tous fait des témoignages autour de la table. On a passé une journée ensemble. On a mangé des plats typiques de notre pays. On est allé voir une humoriste guatémaltèque qui parlait de notre histoire et arrivait à en faire un sketch. On est allé écouter de la musique guatémaltèque aussi, tous ensemble. Enfin, c'était merveilleux. Pour moi, ça m'a empli d'amour. Et aussi, on se rend compte que chaque histoire est totalement différente, même si... Au final, c'est le même résultat. Moi, je sais que j'ai été très touchée d'une histoire d'un garçon que je vais voir le week-end prochain, d'ailleurs, qui est papa et qui maintenant recherche, on va dire, ses origines. Et en fait, il s'est reconnu dans un reportage en Belgique sur ce sujet-là. Il a reconnu son pyjama quand il était petit. Et il a vu ça à la télé. Et c'était, comme il a dit, c'était fou. Il a repassé 10 fois, il s'est reconnu. Et c'est là qu'il a appris qui venait de ce trafic d'enfants, mais sinon, il ne le savait pas. En fait, il y a plein d'histoires comme ça qui sont un peu différentes et on pleurait comme des gros bébés. On était là, waouh, on est incroyable de pouvoir porter ça sur nos épaules. Et chaque souffrance a peut-être la même base, mais n'est vraiment pas forcément toujours pareil pour les uns et les autres. Et du coup, j'imagine que ces rencontres, ça aide énormément. Ouais. Et comment toi, de ton côté, t'as réussi à, du coup, te relever de cette souffrance dont tu parlais à l'instant ? Tout à fait. La recette magique. Comment qu'on fait Bien sûr, ça doit pas être pareil pour tout le monde, mais bon, pour toi, c'est comment t'as fait, quoi. Ouais, en tout cas... Je pense qu'il y a une base quand même, il y a un socle qui est à peu près pareil. C'est déjà avant tout d'accepter. Ça part de là déjà, d'accepter la situation, d'accepter l'histoire, d'accepter de le voir dans le réel. Donc moi, à un moment donné, j'ai arrêté de rester dans ma bulle et j'ai accepté la chose. Ensuite, d'évacuer très très fort et très souvent, de se donner le temps d'évacuer pour pouvoir éviter d'emmagasiner finalement avec le temps de la rancœur ou quoi que ce soit. Et après, le gros travail pour chacun, c'est de lâcher prise avec ça et de se dire que là, chaque jour, chaque minute qu'on passe, c'est finalement la revanche et le cadeau. Et moi, je l'ai vu un peu comme, on va dire, une rébellion pour moi. Je me suis dit, ils n'auront pas ma tristesse, ces gens-là. Ces gens-là, je ne vais pas leur donner cette joie. Je vais vivre ma meilleure vie. Et là, c'est moi qui ai les clés actuellement. C'est moi qui est maître de mon destin. Parce qu'au final, se faire voler, c'est se faire voler une vie, se faire déraciner d'un endroit. Et maintenant que j'ai les clés, c'est moi qui vais faire de ce décor, de cette vie... la plus grande leçon de courage que je pourrais apporter. Et ce qui m'a beaucoup apporté aussi, c'est de soigner les autres autour de moi. Que ce soit m'occuper des enfants, leur apprendre le respect, leur apprendre le vivre ensemble, leur apprendre à être quelque chose de sain pour eux et pour les autres. Et mes soins énergétiques, apprendre à encaisser en fait les douleurs qu'on accumule et pouvoir arriver à avoir des outils un peu par-ci par-là pour reprendre le dessus. Et par rapport à tout ce qui est soins énergétiques,
Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis toujours? Alors, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment parce que je débloque beaucoup de choses. Je commence à avoir vraiment des dons de médiumnie et je me connecte beaucoup au côté chamanique des choses. Honnêtement, je pense que c'est en moi depuis toujours. Il faut savoir que dans mon pays, c'est les guérisseurs, c'est les personnes qu'on va voir avant d'aller voir un docteur dit familial. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de très sacré qui est lié à ça, parce que j'ai aucune difficulté à débloquer les personnes qui ont vraiment des lourds traumas. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et en même temps, c'est aussi des dons qui se travaillent chaque jour et aussi une sorte d'hygiène de vivre qui va nous permettre en fait de débloquer un peu tout ça aussi. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu du passé, il y a un peu, ok, moi dans mes origines profondes, je suis aztèque et maya, chez moi c'est normal de travailler avec des plantes, c'est normal de toucher les gens et enlever des douleurs. Donc il y a ce côté-là et en même temps, il y a ce côté, mais de toute façon tout est un travail, donc il faut bosser quand même. Ouais, tes prédispositions, tout ce qui est énergétique, ça se nourrit aussi de ton vécu, ton histoire. Oui, totalement. Mais en général, je pense que c'est ça. C'est toujours les personnes qui ont des lourds passés qui finissent par être des personnes qui vont aider les autres ou être des exemples ou être meneurs d'associations ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ce qu'il y a de beau dans tout ça. Et du coup, quand tu t'occupes aussi des enfants, est-ce que tu essayes de leur transmettre aussi cette force que tu as acquis au fil des années? Carrément. Je crois que je suis hyper relou comme animatrice. Une petite qui tombe ou quoi. Je pense là, une petite d'hier qui s'était fait vraiment mal au bras. Elle est venue me voir après qu'elle soit tombée. Et elle m'a dit, Fiona, j'ai répété, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse. Et après, elle a arrêté de pleurer et elle est repartie toute contente et tout. Et moi, je suis là, carrément, je pense que c'est notre personnalité qu'on vend avant tout dans l'animation. C'est vraiment ça. Juste notre personnalité, ce qu'on a envie d'apporter. Là, c'est un peu le plaisir que j'ai, c'est de pouvoir éduquer librement avec mes propres outils à moi. Suite à tous ces événements, ces révélations, qu'est-ce que tu as appris? Parce que je suis sûre que tu en as appris, t'as appris des choses de ça. C'est-à-dire est-ce que tu en as tiré une force? Ouais, je sais, c'est une question un peu... Ouais. Oui. Après, comme tu disais, dans ton caractère, tout ça, c'est... Déjà, oui. Je pense dans mon caractère, ça se fait. Je dis toujours ce que je pense. Je fais jamais ce que je ne veux pas faire. Personne peut m'obliger d'être ou de faire quelque chose que je ne veux pas. Donc ça, c'est déjà une force. Ensuite, je sais pas. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus à part... je pense que maintenant, je m'excuse plus d'exister. Je me souviens que vraiment quand j'étais ado, j'avais cette souffrance-là et je me disais que je méritais pas d'exister et de vivre. Et je me sentais limite coupable de respirer. Et je sais que cette chose-là, elle est totalement nettoyée maintenant au jour d'aujourd'hui. Et puis, même je peux aussi rajouter là-dessus parce que peut-être que tu t'en rends peut-être pas compte, mais il faut aussi énormément de courage et sortir de ce qui pourrait paraître normal dans ce genre d'histoire. C'est une sorte de timidité, de renfermement sur soi, presque de honte de pas savoir vraiment d'où on vient. Et toi, tu arrives quand même à sortir de ce cas de figure-là, puisque tu arrives à faire un livre qui parle de ton adoption et de faire aussi... un projet de court-métrage, tout ça, c'est quand même aussi une certaine force. Je sais, mais je le vois pas du tout. Je vois pas du tout cette force-là. Souvent, on me le dit. Je pense que j'ai totalement une vision erronée de moi. Je pense que ça fait partie du jeu et de cette vie que j'ai aussi, c'est de pas me voir comme les autres me voient. Mais je suis très fière finalement d'avoir... la force d'en parler. Je me souviens que quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup parce que j'arrivais pas à dire mes émotions. Et à force d'écrire, j'ai beaucoup parlé. Et maintenant, les mots sont plus forcément une barrière pour me faire comprendre. J'ai toujours eu ce désir de transmettre mon histoire parce que c'est super dur à quelqu'un qui ne vit pas ce parcours de comprendre. Et moi, j'ai toujours voulu transmuter cette émotion, essayer de me faire comprendre aux autres pour ne pas attirer ce côté « oh, la pauvre », ce côté pitié ou ce côté peur ou quoi que ce soit. Vraiment, quand j'étais petite,
je remarquais beaucoup le regard des gens quand j'en parlais et soit j'en étais bouleversée de tristesse parce qu'il y avait de la tristesse dans les yeux des autres, soit je me posais des questions de fou sur moi où j'étais là, ok, voilà, la personne elle me regarde de bas en haut, j'en fais quoi ? J'en ai eu juste marre à un moment donné, je me suis dit ok, ben là je vais travailler sur moi et comme ça peut-être que j'aurai plus ces regards de pitié et voilà quoi. Et par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté hyper frustrant après c'est mon hypothèse, de s'imaginer qu'il y a des personnes qui en savent plus sur toi que toi-même par rapport à ces personnes-là, par exemple, qui... de base, par rapport à l'adoption, les racines. Si, il y a une frustration quand même, faut se le dire. Je sais que quand je travaillais en camping ou en village vacances, je voyais souvent des papas, des mamans, même une famille basique, se tenir la main, une famille super soudée. Je me souviens que je regardais toujours cette image avec un peu de tristesse, en mode ok, ben moi j'aurais jamais ça et j'aurais jamais la chance de savoir ce qu'on ressent dans ces moments-là. Et d'autres récits, quand on écoute d'autres récits d'adoptés, même qui viennent du même trafic que moi, ou eux qui ont retrouvé des frères, des sœurs, ou une parcelle de vérité, t'es quand même là, la chance, waouh, c'est trop bien. Et rien que ça me suffirait. C'est vraiment cette question de qu'est-ce que tu veux après. Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Est-ce que c'est la vérité? Honnêtement, je pense que c'est un sacré mix de tout. Mais avant tout, la vérité pour pouvoir lâcher prise avec ça une bonne fois pour tous. Et aussi, des petits... un frère, une sœur, je serais pas contre de retrouver ça, quoi. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour arranger ce problème du coup tu disais qu'on peut pas faire des recherches, que c'est très compliqué de faire des recherches sur son origine, là d'où on vient, aussi pour retrouver du coup des informations comme juste des frères et sœurs et tout. Et aussi parce que y a aussi une volonté du Guatemala de supprimer les informations, de cacher un peu la vérité. Un peu finalement comme une sorte de honte de ce qui s'est passé. Ne regardez pas, ça n'a jamais existé. C'est exactement ça. En fait, c'est tout le délire de ce trafic-là. C'est vraiment d'effacer, dépoussiérer un peu tout ça. Mais du coup, ils sont pas très, très intelligents jusqu'au bout. Parce que quand il y a eu cette guerre civile, il y a eu énormément de morts. Et en fait, vu qu'ils voulaient pas s'embêter et pas trop dépenser ou quoi que ce soit, ils ont créé des fosses, une sorte d'énormes trous où ils ont balancé tous les corps dedans. Et donc, il y a toujours tous les ossements de ces personnes-là qui sont là, nichés et qui attendent. Et heureusement, il y a des associations comme la FAF, je ne sais plus comment le dire, donc je ne vais pas le dire. Une association qui a un lien aussi avec Racines Perdues qui, eux, récupèrent des ADN sur les ossements de ces personnes-là pour aider à tous ces enfants à retrouver leurs racines et la vérité. Et d'ailleurs, parce que je te suis un peu, du coup, je regarde ce que tu fais un peu sur les réseaux sociaux et tout, qu'on partagera aussi, bien sûr. J'ai vu que tu avais fait aussi un test ADN récemment. Est-ce que c'est du coup l'association que tu disais, dont tu as oublié le nom, qui s'est chargée de ça, ou est-ce que c'est autre chose? Comment ça s'est passé? Et est-ce que c'est quelque chose qui a été peut-être un peu compliqué pour toi à faire ou... Alors, très très bonne question. Totalement. C'était vraiment quelque chose qui a été amené par Racines Perdues et cette association qui fait une passerelle entre le Guatemala et la France, la Belgique et l'Amérique. Ils nous ont offert en fait des tests ADN, donc ça coûte très cher. Ils nous ont offert à tous des tests ADN qui ont été amenés du coup au Guatemala pour nous accompagner à retrouver des parcelles de vérité, donc un tonton, un tata, un parent, voilà, pour pouvoir commencer à coller des images. Donc ça a été un moment très très fort. Moi je suis allée à Lille pour ça, j'ai fait 14 heures de bus. C'est quand même pas mal. Quand même pas mal. 14 heures de bus pour y aller, j'étais tout en tremblant, c'était vraiment pour moi un symbole d'avancement. On l'a fait en vidéo et je me souviens le regard aussi des autres, même des accompagnants des autres personnes du Guatemala qui étaient remplis de compassion et qui me tenaient les mains, qui me disaient tu vas y arriver. Et moi j'essayais de faire paraître que j'allais très très bien, mais c'était très très intense et pour moi c'était comme jeter une bouteille à la mer. On verra ce que ça donne.
Merci Fiona d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes. Vous y retrouverez dans la description le livre de Fiona ainsi que les organismes par rapport au sujet énoncé. Retrouvez aussi PTDRTki sur Instagram @PTDRTki podcast où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTki, n'hésite pas à nous en parler plus directement sur Instagram. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci Fiona. Merci Fiona.